Bienvenue à tous sur Média TV. Alors Ramadan, un mois où le rythme de vie change, ponctué également par une alimentation tardive, sans trop également impacter notre sommeil. Alors aujourd'hui, je vous propose de poser cette question toute simple. Doit-on forcément mal dormir ou manquer de sommeil pendant Ramadan? On en parle tout de suite avec une spécialiste de la question, le docteur Fouzia Kaderi. Bonjour, professeur. Bonjour Yasmina. Un plaisir de vous avoir. Alors d'abord, docteur Fouzia Kaderi, c'est quoi un sommeil réparateur? Un sommeil réparateur, c'est un sommeil de bonne qualité qui va durer entre 7 et 8 heures chez l'adulte. C'est un sommeil qui va nous faire un déroulé sur une soirée à peu près 4 à 5 cycles, de 1h30 chaque cycle, et qui va être, si vous voulez, qui va se faire dans de bonnes conditions, sans perturbation aucune, ni de troubles ni de pathologie, ni de perturbation à l'extérieur. Ça, c'est un sommeil réparateur. D'accord, donc un sommeil réparateur doit durer en moyenne entre 7 et 8 heures, c'est ça? Vous parlez également de cycles, c'est-à-dire entre 5 et 6 cycles successifs, dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, on essaie d'abord de comprendre un petit peu de façon générale, en dehors du mois de Ramadan, comment bien dormir, et ensuite on abordera cet aspect-là du mois de Ramadan. Dans de bonnes conditions, c'est quoi ces conditions, docteur Kaderi? Alors, les bonnes conditions, ça veut dire qu'on doit avoir une bonne température au niveau de la chambre, on doit avoir une obscurité, on doit avoir également une bonne literie, un oreiller qui est convenable, qui est adapté à la profondeur de notre épaule, et ne pas avoir de bruit non plus. Alors ça, c'est quand même important. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut qu'on se prépare à ce sommeil, c'est-à-dire il faut qu'on ait un rituel et il ne faut pas qu'il y ait des choses qui viennent perturber l'endormissement. C'est-à-dire rester par exemple sur un ordinateur, sur une lumière bleue, quel que soit le type. Ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur. Et là, effectivement, ça peut perturber le sommeil et on aura du mal à nous endormir. Un sommeil réparateur, c'est donc un sommeil qui est induit très rapidement, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure. Et pour ça, on a besoin d'un rituel de une petite demi-heure, 1 heure, c'est-à-dire qu'on se prépare à ce sommeil avant d'aller se mettre au lit pour pouvoir effectivement bénéficier d'un sommeil rapide et d'un sommeil santé. Un sommeil santé, c'est forcément un sommeil sans interruption, c'est bien ça? Alors, un sommeil santé veut dire qu'on devrait commencer et terminer le cycle du début jusqu'à la fin. Un sommeil santé voudrait dire que quand on se réveille entre un cycle et un autre, parce qu'il faut savoir que un cycle est constitué par un sommeil léger, un sommeil profond, qui lui est réparateur, mais réparateur physique, c'est-à-dire corporel et de notre corps. Puis il y a un sommeil paradoxal, qui est le sommeil des rêves, qui lui est réparateur plutôt pour notre psychisme et notre mental. Donc, quand on dit un sommeil réparateur, il faut qu'on ait fait au moins un cycle complet quand on se réveille des fois, et il y a un réveil physiologique, mais qui n'est pas conscient à la fin du cycle. On peut rester éveillé pendant quelques minutes ou quelques secondes, ou des fois, juste le temps de se retourner, comme on dit, de l'autre côté, et là, effectivement, on reprend le deuxième cycle. Alors, quand est-ce que le sommeil peut poser des problèmes? C'est que quand on a des réveils au milieu des cycles, là, effectivement, et qu'on n'a pas terminé notre cycle, là, ça risque de poser des problèmes. Ou alors, quand on se réveille au milieu de la nuit et qu'on veut se rendormir et qu'on s'énerve contre le sommeil, on se met en conflit avec le sommeil, là, effectivement, on a du mal à reprendre le sommeil et du coup, bien sûr, le sommeil ne vient pas et on risque de le perturber. Alors ça, c'est dans l'absolu. Maintenant, dans les détails de ce mois de Ramadan, qu'est-ce qui vient entraver le sommeil? Beaucoup de personnes se plaignent d'une fatigue au courant de la journée, d'une forme de somnolence. Pour vous, est-ce que c'est lié à un sommeil qui a été perturbé d'une manière ou d'une autre, ou bien c'est aussi dû à la fatigue normale du jeûne parce que le corps ne reçoit pas à l'heure habituelle les aliments, les nutriments, les vitamines, etc. Alors, moi, je voudrais juste commencer par parler d'abord du jeûne avant de parler du sommeil et très rapidement. Alors, vous savez que notre organisme, à partir du moment où il reçoit cette intention du cerveau qu'on va jeûner, eh ben, lui, il s'apprête et il se met
en condition pour justement puiser du corps tout ce dont il a besoin pour, si jamais, bien sûr, il y a une activité physique ou c'est, même si c'est par exemple des activités mentales ou autres, eh ben, il aura toujours des réserves pour pouvoir puiser et terminer sa journée de jeûne sans problème. La situation, est ambiguë pour l'organisme et pour le cerveau à partir du moment où la personne décide de jeûner, mais à la rupture du jeûne, elle mange de façon inappropriée. Elle mange beaucoup et à ce moment-là, le corps ne comprend pas et le cerveau, lui non plus, il aurait donné à l'organisme un renseignement qui n'était pas tout à fait ça. Donc, c'est pour ça que la première des choses sur laquelle on insiste, c'est que lorsque le cerveau donne cette intention à l'organisme, eh ben, l'organisme réagit très très bien. Il n'a besoin de rien du tout. Il se met en intention de jeûner, et ben, il jeûne. Alors, quand on fait la rupture du jeûne, il faut qu'il comprenne qu'il doit manger très peu pour maintenir justement cette adaptation. Si D'accord. on fait ça, les gens, au bout de 2 jours, s'adaptent totalement. Parce que c'est vrai que le premier jour, on a un peu mal à la tête parce qu'on est habitué au café, au thé, à quelques excitants. On est habitué à des heures de repas et notre système digestif est en train de s'adapter. Mais cette adaptation va se faire selon comment on va manger le soir. Si on mange légèrement, eh ben, l'adaptation va se faire en 48 heures, 3 jours maximum. Si on mange énormément, eh ben, le corps va mettre à peu près 12 à 15 jours pour s'adapter au jeûne. C'est ça. Vous parlez en fait en quelque sorte là de la force de l'intention, puisque vous dites lorsque on décide de jeûner, lorsqu'on envoie cette information au cerveau, le cerveau l'envoie ensuite à l'organisme. C'est ça, c'est scientifiquement prouvé? Oui, tout à fait, exactement. C'est parfaitement bien prouvé par rapport au corps parce qu'on sait que le cerveau est en communication perpétuelle avec l'organisme, avec tout le corps, avec toutes les cellules et tous les organes. Et quand il envoie des hormones, des neurotransmetteurs, eh ben, tous les organes reçoivent cette information et ils ont, une fois qu'ils ont l'information, ben, ils comprennent exactement ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se prépare, par exemple, à faire des activités physiques. C'est comme ça qu'on se prépare à faire des activités intenses. C'est toujours le cerveau qui envoie à l'organisme, au corps, cette intention ou cette information, du moins, qui lui dit voilà ce qu'on aura à faire et qui le met en condition. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui perturbe ce sommeil pendant le ramadan? Selon votre pratique à vous, selon ce que vous voyez, on va dire chaque mois, une fois par an. Alors, selon d'abord les études, il faut juste rappeler que pendant le mois de Ramadan, le taux d'accidentologie est multiplié par 2. Et quand je parle d'accidentologie, je parle de la circulation routière. Alors ce sont des statistiques et ça c'est depuis déjà plusieurs années. Et je parle du Maroc et je pense que dans certains d'autres pays, ça ne doit pas changer beaucoup. Alors, ça d'une part. Et puis, il y a d'autres études qui ont été faites en pathologie et qui ont montré que pendant cette période, certaines maladies psychiatriques augmentent aussi. Alors, on a essayé de comprendre et on a essayé de chercher ce qui n'allait pas. Au fait, ce n'était pas du tout le jeûne. Le problème qui se posait, c'était que les gens manquaient de sommeil. Et ils étaient en dette de sommeil à partir du premier jour, parce que dans la culture et dans nos habitudes, le mois de Ramadan est fait pour veiller, est fait donc pour sortir, est fait pour regarder donc à la télévision tous les programmes qui sont d'ailleurs généralement assez intéressants pendant le mois de Ramadan. Et donc, c'est rentré dans nos habitudes et notre coutume que de veiller énormément pendant le mois de Ramadan. Et au total, finalement, comme ils se réveillent en plus pour Suhoor, eh ben, quand on voit pendant la journée, on se rend compte qu'ils ont pas, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup dormi. Alors ça, c'est pour les gens qui sont, si vous voulez, socialement et professionnellement engagés, c'est-à-dire ceux qui sont obligés de se réveiller à 8h30 ou à 9h pour aller à leur travail. Maintenant, il y a un autre souci qui se pose, c'est celui où la personne, elle n'est pas du tout engagée, ni professionnellement, enfin qu'elle ne travaille pas et qu'elle est à la maison. Alors là, il y a d'autres troubles qui peuvent apparaître.
c'est un décalage de l'horloge biologique. C'est-à-dire qu'elle va dormir très tard le soir pour passer toute la journée endormie. Et ça va agir sur notre horloge biologique. Et on sait que l'horloge biologique, c'est elle qui commande les heures de sommeil. Et ben, quand on la décale, eh ben, elle se retrouve dans un trouble assez difficile après à gérer, puisqu'elle se met en décalage et il est très difficile de la remettre après à l'heure. Mm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pendant le mois de Ramadan, il faut garder exactement le même rythme de sommeil qu'avant, dormir aux alentours de 22h, 22h30. Comment on fait pour le suhoor, justement? Alors, ben, tout à fait, exactement. Vous l'avez dit justement. Le sommeil, c'est quelque chose qui est, comme je vous ai dit, régulé par l'horloge biologique et qui dit horloge veut dire tout simplement le respect d'un timing. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on respecte. Et le sommeil, il adore ça. Vous savez, les gens qui ont gardé un sommeil, je ne veux pas dire de bébé, mais qui ont gardé un bon sommeil jusqu'à un âge avancé, ce sont des gens qui ont tout le temps respecté leurs horaires de sommeil. Et ces gens-là, eh ben, ils arrivent à garder un bon sommeil jusqu'à la fin de leur vie. Au total, quand on veut dormir, c'est-à-dire quand pendant le mois de Ramadan, on se dit, euh, on va essayer de garder quand même ce rythme-là. Oui, mais comment on va faire pour suhoor, comme vous avez posé la question? Eh ben, il suffit tout simplement d'essayer de maintenir, comme je vous ai dit au début, des cycles complets pendant le sommeil. C'est-à-dire faire 3 cycles complets pendant le début de la nuit, se réveiller donc pour suhoor et reprendre un cycle ou deux selon les possibilités après suhoor, en se rappelant tout le temps que un cycle va durer à peu près 90 minutes, c'est-à-dire 1 heure et demie. Donc, il faut prévoir de rester réveillé pendant 1 heure et demie à peu près et calculer de telle sorte à ce qu'au moment où on dort, eh ben, on aura 3 cycles complets. Mm. En fait, il faut dormir, il faut compter qu'on sera capable de faire 3 cycles avant suhoor et régler son réveil exactement. Alors, si on interrompt son sommeil pendant un cycle, est-ce que c'est mauvais? Alors, c'est-à-dire que là, effectivement, on se réveille, c'est comme si on n'avait pas trop bénéficié de ce cycle. C'est C'est ça ça. le problème. Et comme à la fin du cycle, c'est un sommeil paradoxal et que ce sommeil est surtout réparateur de toutes nos fonctions cognitives, c'est-à-dire notre humeur, notre mémoire, eh ben, si jamais il est interrompu à ce moment-là, eh ben, c'est évident que on aura au réveil, on ne sera pas de bonne humeur, on sera irritable et on n'aura pas donc bénéficié de ce stade de sommeil paradoxal qui est très intéressant pour les fonctions cognitives. Mm. Ça veut dire qu'il faut se mettre au lit aux alentours de 10h30, 11h au plus tard, pour se réveiller aux alentours de 4h du matin? Tout à fait, exactement. Alors, en se mettant au lit vers 11 heures, par exemple, ou 10h30, alors, ben, on a le temps de se préparer pour s'endormir. Et si le sommeil vient à 11h30, eh ben, on peut, et ça, c'est vraiment une habitude corporelle, et l'horloge, je vous assure qu'elle est tellement stricte dans ces cas-là, que vous avez des gens qui sont mais vraiment tellement bien ordonnés dans leur sommeil que quand ils vous disent que je dors à 11h30, ils dorment à 11h30. Ce n'est pas de l'aléatoire. Notre horloge biologique, elle ne demande qu'à être respectée. Et ça ne dépend que de nous. Donc, tous les problèmes qui se situent au niveau du mois de Ramadan ne sont que des problèmes comportementaux de gens. Alors, quand on se met au lit à 11h30, eh ben, on peut faire 3 cycles en 4h30 et se réveiller à 4h du matin, prendre son suhoor, faire sa prière, lire un peu de Coran éventuellement pour ceux qui veulent le faire, et attendre 1 heure et demie, c'est-à-dire prévoir à peu près 1 heure et demie avant de s'endormir. Et tout ça, on se le prépare psychologiquement. L'impact psychologique est très important. L'intention reste très, très importante. Et ne surtout pas s'énerver en se disant, mon Dieu, demain j'ai beaucoup de travail, il faut absolument que je me rende tout de suite. Alors ça, à coup sûr, le sommeil ne viendra pas. Mm. On peut revenir rapidement sur justement l'importance du rituel, comment on l'instaure. On parle beaucoup de rituel du sommeil pour les tout petits, pour les bébés, mais on oublie d'en parler pour les adultes que nous sommes, docteur.
Bah, tout à fait. Alors ce rituel, on s'est rendu compte qu'on en avait autant besoin que les bébés, c'est tout à fait vrai, parce que d'abord on a pris de très mauvaises habitudes, c'est celle de rester devant la télévision, devant nos portables à chatter, devant, des fois devant l'ordinateur à travailler ou devant juste une tablette à regarder un film. Et ben tout ça effectivement, fait que notre, cerveau ne retient pas le fait que nous sommes dans la nuit et qu'il a besoin de dormir. Et qu'on a besoin justement de cette obscurité-là pour pouvoir libérer une hormone qui s'appelle la mélatonine et qui est l'hormone du sommeil et qui, elle, va induire le sommeil. Donc ça, c'est la première des erreurs à ne pas commettre. Bien sûr, il y a d'autres erreurs, c'est-à-dire que quand on prend trop d'excitants, quand on fume trop, quand on euh, prend de... Alors tout ça, effectivement, peuvent perturber le sommeil et ne pas l'induire. Si on parlait, par exemple, pour le mois de Ramadan, je vous dirais que les gens qui mangent trop le soir, ben, ils vont avoir du mal à dormir parce que le sommeil, la température corporelle avec la digestion va augmenter et à partir de l'augmentation de cette température, eh ben, le sommeil ne peut pas être induit parce qu'on sait qu'il faut que la température baisse pour que le sommeil soit induit. Donc, il ne faut rien faire pour augmenter la température. Alors, vous l'avez dit, docteur, Et pardon, désolé de vous interrompre. Vous voulez continuer? Allez-y. non, c'est bon, allez-y, on reprendra de toute Alors, façon. alors vous l'avez dit, le sommeil induit la production d'hormones et le manque de sommeil induit la production d'autres formes d'hormones qui peuvent être dangereuses et qui peuvent, j'ai lu, carrément être responsables d'AVC. Il faut combien de mauvaises nuits consécutives pour risquer ce genre de problèmes qui peuvent être fatals? Alors, là, on est effectivement passé sur un autre sujet, c'est celui de l'état de stress qui est induit par le taux de cortisol qui est élevé. Et on sait que ce cortisol-là, il va commencer à... Alors, il a besoin de baisser pour que le sommeil puisse être induit. Et ça veut dire déjà que pendant la journée, il faut absolument qu'on puisse gérer notre stress et qu'on puisse effectivement atténuer nos émotions, libérer les pressions que nous avons. Et ça rentre aussi dans le rituel que nous n'avons pas terminé tout à l'heure. Donc, faire des séances de respiration, faire une petite séance de yoga, de méditation, tout ça pour justement libérer ce stress et diminuer cette pression-là pour pouvoir induire le sommeil. Alors, ça, c'est le cortisol qui a besoin justement pour que le sommeil soit induit, qui a besoin d'être baissé. Quand on est pendant toute la journée pris dans ce travail, c'est-à-dire le travail de façon infernale, quand on est pris dans beaucoup de choses et quand on est dans un stress continu, ben, on passe à l'état de stress chronique et là, effectivement, on a du mal à induire le sommeil. Alors, qu'est-ce que fait le cortisol? Il n'arrive pas à baisser. Il reste constamment augmenté. Or, on sait au petit matin, le cortisol est à nouveau sécrété au niveau de l'organisme pour préparer l'organisme À justement se réveiller. à entamer une journée, à se réveiller, etc. Alors quand cortisol sur cortisol voilà, ça cumule, eh ben, le stress est très très fort et ça induit, comme vous dites, effectivement, des AVC, c'est-à-dire des accidents cérébro-vertébrales, et ça peut induire aussi des infarctus, ça peut induire vraiment beaucoup de problèmes cardiovasculaires. Et on le sait, c'est au petit matin qu'on voit apparaître toutes ces pathologies et toutes ces maladies. Maintenant, pour vous répondre à votre question, il faut combien de mauvaises nuits pour arriver à cet état de pathologie? Eh bien, ce n'est pas forcément que des mauvaises nuits, mais c'est quand on passe un stress très important pendant la journée et que le sommeil n'est pas réparateur, parce que pendant le sommeil, on ne l'a pas dit, mais si on dit qu'il est réparateur, c'est parce qu'il fait baisser la tension artérielle, il fait baisser le rythme cardiaque, et tout ça permet au système cardiovasculaire de se reposer. Donc, quand stress se cumule après stress et que le taux de cortisol augmente, eh ben, des fois, on a ce genre d'accident au petit matin qui s'explique justement par ce stress chronique et par cette augmentation du cortisol. Merci infiniment pour toutes ces réponses, docteur Fouzia Kaderi. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous de Casablanca. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Merci à vous en régie et à très très vite pour un nouvel épisode.